Bien, écoutez, d'abord merci à tous de votre présence. D'abord, bien sûr, merci à tous les journalistes qui sont là pour cette conférence de presse dans ces locaux magnifiques de la Chambre de commerce française en Roumanie. Merci aux représentants de l'ambassade de France en Roumanie qui sont là également. Et puis surtout un grand merci aux experts qui sont là devant moi et qui se font un plaisir de répondre aux questions que vous aurez à la suite des quelques mots d'introduction que je voudrais faire maintenant. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que la stratégie de développement d'un pays ne peut pas durablement se fonder uniquement sur une main-d'œuvre bon marché. Ça, c'est notre premier point et c'est notre postulat de départ. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise française en Roumanie que je connais et qui est installée ici depuis une dizaine d'années, qui a commencé dans l'industrie du textile, qui fabriquait du textile, et puis qui à un moment donné, et qui fabriquait du textile et dont l'argument majeur était le low cost, et qui à un moment donné a vu progressivement ses marchés, ses clients partir ailleurs. Alors, ils sont partis au Maroc, et puis ils sont partis en Chine, et puis lorsque parfois ils reviennent de Chine, ils ne reviennent pas ici, ils reviennent plutôt en Turquie. Donc voilà l'exemple d'une entreprise qui avait basé son approche, son business model sur le low cost, et qui s'est trouvée sans clients. Et cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, enfin, elle a mené une réflexion stratégique, et elle s'est dit, je change de métier, et au lieu de fabriquer du textile où il n'y a finalement pas une valeur ajoutée énorme, je vais investir dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation, et je vais fabriquer des rideaux techniques, qui aujourd'hui, pour une bonne partie de ces productions, sont vendus en Allemagne, dans des circuits de distribution, on va dire, haut de gamme. Donc voilà l'exemple d'une entreprise qui a été contrainte de repenser son business model parce que le low cost ne suffisait plus à assurer sa compétitivité. Je vais prendre un deuxième exemple qui est récent. Je lisais hier Les Échos, un journal économique français. Et dans ce journal économique français, que dit Renault? Il dit, devant la hausse des salaires, le groupe veut accélérer l'automatisation de son usine de Pitești. Donc là aussi, on a un deuxième exemple, l'exemple d'un gros industriel que tout le monde connaît bien, qui a pignon sur rue en Roumanie et qui se dit, finalement, le low cost, ça a marché, mais ça marchera sans doute de moins en moins dans le futur. Donc voilà pourquoi nous considérons, et à travers ces deux exemples, je l'illustre, le fait que la stratégie de développement d'un pays ne peut pas durablement se fonder uniquement sur le low cost. Et c'est pour ça que nous considérons que la Roumanie doit passer d'un statut de pays low cost à un statut de pays compétitif. Et compétitif dans tous les aspects de la compétitivité. Donc évidemment, le niveau de coût, le niveau de la masse salariale doit rester raisonnable, mais la compétitivité, c'est beaucoup plus que cela. C'est la stabilité et la prévisibilité du cadre réglementaire, c'est la capacité à s'adapter aux fluctuations du marché. Lorsque les carnets de commandes se remplissent, il faut qu'une entreprise, il faut qu'une usine ait la capacité rapidement à accroître sa capacité de production. Il faut également, lorsque les carnets de commandes se réduisent, il faut avoir la capacité rapidement à baisser la structure de l'usine. Il faut également, pour être compétitif, pouvoir disposer d'un personnel qui a un haut niveau de formation. Nous avons identifié 8 secteurs, et pour chacun de ces secteurs, les experts de la Chambre de commerce française en Roumanie ont formalisé des propositions de nature à accroître la compétitivité globale du pays. Les secteurs que nous avons retenus sont la formation, l'innovation, le marché du travail, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, les marchés financiers et le tourisme. Nous faisons 52 propositions concrètes qui visent au renforcement de la compétitivité de la Roumanie à long terme. Ce sont des propositions qui vont bénéficier, bien entendu, lorsqu'elles seront mises en place aux sociétés membres de la Chambre de commerce française en Roumanie, qui sont des sociétés françaises, mais aussi pour 40% de nos membres des sociétés roumaines, mais qui surtout bénéficieront à l'ensemble du pays parce que une économie plus compétitive, c'est évidemment plus de croissance et évidemment plus d'emplois.
J'essaie de régler ce micro, mais j'ai un peu de peine. Donc ça, c'est le premier point. Le fait qu'une stratégie de développement ne peut plus durablement se fonder uniquement sur une main-d'œuvre bon marché. Le deuxième point que je voudrais développer et qui, je crois, fait l'originalité de notre démarche, c'est que nous avons choisi une approche pratique, concrète et se faisant réaliste. Nous avons, au sein de chacun des groupes de travail, des 8 groupes de travail qui ont réfléchi à des mesures, nous nous sommes appuyés sur le vécu quotidien des 500 entreprises membres de la Chambre de commerce et nous avons essayé d'identifier des mesures pratiques, concrètes, de nature à améliorer le climat des affaires. Alors, ce faisant, d'abord, on colle à une vraie réalité, à la réalité de chacune de nos usines. Et donc, ces mesures concrètes, on sait que si on active telle mesure, on va avoir une amélioration de la compétitivité de l'usine. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que si l'on propose des mesures concrètes, des mesures réalistes, si on propose, comme nous le faisons, une approche pas à pas, c'est plus facile pour les pouvoirs publics d'adopter, de mettre en place ces mesures que si nous proposons, nous dessinons une vision à 25 ans de la Roumanie. Donc notre approche, c'est bien sûr de se dire, à long terme, il faut qu'on ait une Roumanie qui soit plus compétitive sur le marché européen et le marché mondial. Et on se dit, la bonne façon pour nous, communauté d'affaires française, de contribuer à cela, c'est de proposer des pas, des petits pas, des progrès concrets, pragmatiques. Et ce faisant, et on le verra tout à l'heure dans la discussion, ce faisant, on a la conviction qu'un certain nombre de mesures que nous proposons seront rapidement mises en place et, ce faisant, contribueront concrètement, pratiquement, à l'accroissement de la compétitivité de la Roumanie. Une vision à long terme, c'est en tout cas ce qu'on dit dans l'entreprise où je travaille, c'est finalement, une vision à long terme mise en œuvre, c'est finalement la somme de progrès, de petits pas, de pas au quotidien. Et c'est ça notre approche, c'est de se dire, ne dessinons pas la photo idéale dans 25 ans, proposons des pas, proposons une approche pas à pas qui, ce faisant, permettra de voir des progrès rapidement. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que je voudrais répondre à la question pourquoi cette initiative maintenant, en fait, et souligner le fait que nos propositions s'inscrivent dans une perspective d'élévation de l'économie roumaine dans la chaîne de valeur et de renforcement de ses positions dans la compétition mondiale. Le développement de la Roumanie jusqu'alors a été essentiellement basé sur le faible coût de la main-d'œuvre et sur la disponibilité de ressources naturelles. Cette approche a attiré des investisseurs étrangers. Cette approche a marché puisqu'elle a été le moteur principal de la croissance et de la modernisation de ces dernières années, avec des résultats qui sont tangibles. Si l'on regarde la croissance annuelle moyenne entre 2000 et 2008, elle est de 6% par an. Donc ça, c'est des résultats. Si l'on regarde le PIB par habitant, il est passé sur la même période de 27% de la moyenne européenne à 47% de la moyenne européenne. Donc cette approche, cette stratégie construite sur la disponibilité des ressources naturelles, le faible coût de la main-d'œuvre a fonctionné, elle a marché. Ce dont on est convaincu, c'est que dans le futur, ça ne suffira plus pour assurer la compétitivité de la Roumanie. Donc voilà pourquoi on souhaite aujourd'hui prendre la parole et souligner le fait que la compétitivité d'un pays, c'est un ensemble de choses, c'est pas uniquement le low cost, c'est beaucoup plus que ça. Et dans le futur, il sera de plus en plus important d'être capable d'offrir à nos clients dans le monde entier, parce que les marchés sont globaux, d'offrir à nos clients dans le monde entier une compétitivité qui soit complète, qui adresse toutes les dimensions de la compétitivité. La CCIFR est légitime pour prendre la parole sur ce sujet. Elle l'est parce que nous avons aujourd'hui 500 membres, parce que ces 500 membres représentent 15% du PIB du pays, et parce que parmi ces 500 membres, nous avons bien entendu de nombreuses entreprises françaises, mais nous avons également 40% de nos membres qui sont des entreprises roumaines qui ont rejoint la CCIFR parce qu'elles se retrouvent dans les valeurs qui nous rassemblent. Donc voilà pourquoi nous prenons la parole
Voilà pourquoi la CCIFR est légitime sur cette prise de parole. Je voudrais maintenant faire quelques commentaires sur les différents secteurs. Mais avant, je vais prendre un petit verre d'eau. Donc, 8 secteurs sur lesquels nous avons travaillé et sur lesquels nous faisons aujourd'hui des propositions concrètes. Le premier secteur, enfin l'un des secteurs, c'est la formation. Et sur la formation, tout le monde sait qu'il y a un problème. Alors, on ne propose pas on ne s'exprime pas sur l'ensemble du problème de la formation en Roumanie. Nos propositions, nous les concentrons sur la formation professionnelle. Et ces propositions, nous faisons 7 propositions qui s'articulent autour du besoin urgent de reconstruire un dispositif de formation professionnelle. Et parmi ces 7 propositions, je voudrais en mentionner quelques-unes que l'on pourra développer un peu plus en détail tout à l'heure. Une première idée, c'est l'introduction, la mise en place d'un crédit d'impôt formation. C'est un dispositif qui existe en France depuis des dizaines d'années, un dispositif qui a fait ses preuves en France. Et la proposition que nous faisons, c'est de le regarder de près, ce dispositif qui fonctionne extrêmement bien en France, et d'étudier la mise en place d'un dispositif comparable ou identique en Roumanie. De quoi s'agit-il en quelques mots? Il s'agit de geler une partie de la masse salariale que paye une entreprise, et cette partie, donc ce budget-là, un pourcentage de la masse salariale, soit l'entreprise le dédie à la formation de son personnel, soit à la fin de l'année, il est collecté par l'État sous forme d'impôt. Donc d'abord, c'est une incitation très forte pour l'entreprise à utiliser ce budget pour former son personnel, parce qu'elle sait que si elle ne l'utilise pas pour former son personnel, il va disparaître ou remonter dans les caisses de l'État. Le deuxième côté extrêmement pertinent de ce dispositif, c'est que l'entreprise peut choisir les organismes de formation avec lesquels elle va travailler pour former son personnel. Donc c'est un système qui est extrêmement souple, parce que l'entreprise, en fonction de son secteur, en fonction de son besoin, en fonction de ses préoccupations du moment, va dire, moi je choisis telle école pour former mes gens, et c'est à telle école que je verse une part, toute ou partie du budget qui est disponible. Donc voilà, sur ce crédit d'impôt formation, nous considérons que c'est là une excellente mesure, une mesure qui serait de nature à améliorer le processus de formation professionnelle. Il contribuerait également à renforcer les pôles de formation professionnelle. Nos entreprises ont pris quelques initiatives dans ce domaine-là. À Fagarache, il y a une école où il y a plusieurs entreprises qui sont mises ensemble pour organiser de la formation professionnelle, mais à Timișoara aussi, et là aussi des initiatives d'entreprises françaises. La mise en place d'un crédit d'impôt formation permettrait de faciliter cette création d'écoles à l'initiative des entreprises, de nature à adresser de vrais besoins concrets de formation pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. L'autre point que je voudrais mentionner, c'est la question des langues étrangères. On pourra y revenir également là-dessus. Et je voudrais souligner qu'aujourd'hui, parler une langue étrangère, pour le dire autrement, parler l'anglais, n'est plus suffisant. Et nous insistons parmi nos propositions sur le fait que enseigner une langue, c'est bien. Et aujourd'hui, les jeunes dans les écoles, dans l'université, choisissent l'anglais pour des raisons évidentes. Mais ça ne suffit plus. Et dans nos entreprises, il faut parler l'anglais, il faut parler le français, et parfois il faut parler d'autres langues. Donc nous insistons parmi nos propositions en matière de formation sur le besoin d'enseigner dès le plus jeune âge, non plus seulement une langue, mais une seconde langue étrangère. Enfin, il y a un autre point que l'on développe, c'est le besoin de créer des passerelles entre l'université et le monde du travail. On sait tous que lorsque les jeunes sortent de l'université, très souvent, ils n'ont jamais vu une entreprise. Et donc là, il y a des passerelles à construire tout au long de la formation qui sont là aussi de nature à faire en sorte que le système, les jeunes qui sortent du système éducatif seront opérationnels plus rapidement dans les entreprises. Donc voilà, sur la formation, on y reviendra, donc je n'en dis pas plus. Deuxième thème qui a été développé, c'est la question de l'innovation.
Et sur la question de l'innovation, là aussi, je ne vais pas vous faire une révélation en vous disant qu'il y a aujourd'hui 2 millions de Roumains qui travaillent à l'étranger. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ne voient pas leur futur en Roumanie. Et ce que nous pensons, c'est que si l'on encourage l'innovation, c'est créer des emplois dans le pays. C'est également redonner espoir à de nombreux jeunes Roumains qui aujourd'hui, s'ils le pouvaient, développeraient leur carrière professionnelle dans leur pays et ce faisant contribueraient au développement de leur pays. Nous faisons en matière d'innovation 5 propositions. Je voudrais mentionner le crédit d'impôt pour la recherche et l'innovation. Là aussi, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années en France, un dispositif qui fait ses preuves, un dispositif qui a stimulé l'innovation en France des entreprises françaises. Et la proposition que nous faisons, c'est là aussi de regarder cette question-là et de se dire, est-ce que pour la Roumanie, il n'y a pas là une belle opportunité de développer l'innovation en créant des mécanismes qui encouragent dans ce sens-là. Une deuxième proposition que nous faisons, c'est que l'ensemble des ingénieurs engagés dans des activités de recherche et de développement et dans des activités d'innovation bénéficient du même régime fiscal que les ingénieurs du secteur de l'informatique. On a vu combien, au cours des dernières années, ce régime fiscal pour l'informatique a permis le développement de cette activité dans le pays. Nous pensons que l'étendre à l'ensemble des activités de recherche et de développement et d'innovation est de nature à stimuler le développement de l'innovation. Et l'innovation, de plus en plus, pour une économie, sera un facteur important de compétitivité. Troisième thème, le marché du travail. On a besoin de plus de flexibilité pour s'adapter plus rapidement aux besoins du marché. On est de plus en plus dans une économie où prévoir à long terme ne marche plus. On est dans une économie où un jour, enfin, on a une visibilité à beaucoup plus court terme, avec des cycles de marché qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus courts, plus rapides qu'avant. Et donc on a besoin, dans nos entreprises, dans nos usines, de beaucoup plus de flexibilité. Et sur ce domaine-là, sur le marché du travail, nous formulons 7 propositions. 7 propositions qui s'articulent autour de 3 thèmes. La flexibilité industrielle pour répondre aux fluctuations de la demande, la validation de l'expérience professionnelle, alors qu'aujourd'hui, dans la classification des emplois en Roumanie, on accède à tel emploi si on a tel et tel diplôme. Or, on considère que l'expérience acquise dans les entreprises a une valeur extrêmement importante qui doit être reconnue pour permettre la fluidité du marché du travail, pour permettre l'évolution des talents au sein de nos entreprises. Et puis enfin, le troisième thème que nous développons dans nos propositions, dans nos 7 propositions sur le marché du travail, c'est le renforcement du dialogue social au niveau de l'entreprise. Parce que là aussi, en encourageant le dialogue social au niveau de l'entreprise, on donne à nos entreprises plus de capacité à s'adapter à des évolutions du marché qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus difficiles à prévoir. Le quatrième thème, les infrastructures. Alors sur les infrastructures, je ne vais pas vous dire qu'il faut construire des autoroutes ou des réseaux d'assainissement dans les villes, ce serait un peu banal. Nous formulons 10 mesures concrètes, 10 propositions concrètes qui ont vocation à aligner le processus de passage des marchés publics sur les meilleures pratiques internationales. Ça, c'est pour l'infrastructure et on pourra y revenir. Chapitre énergie. Donc l'énergie est rare et chère partout dans le monde, un peu moins chère en ce moment, mais là aussi on pense que ça ne va pas durer. En tout cas, l'énergie, c'est un marché mondial. Et la première source d'énergie pour la Roumanie, ce sont les économies d'énergie. Et là, nous faisons 9 propositions, et ces 9 propositions s'articulent autour de 2 thèmes, l'efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures énergétiques du pays. Passons maintenant à l'agriculture. Alors l'agriculture, là aussi je m'excuse de ne pas vous livrer des scoops, mais l'agriculture, dire que l'agriculture du pays a été un atout pour la Roumanie il y a quelques années, dire qu'on a dans ce pays des terres roumaines, des terres d'une qualité exceptionnelle, c'est assez banal. La réalité, c'est que lorsque l'on regarde le niveau de production du pays, lorsque l'on regarde, on va dire là aussi la compétitivité de l'agriculture dans ce pays, on est loin du niveau où on devrait être. Nous formulons sur l'agriculture 9 mesures, 9 propositions, qui s'articulent, elles, autour de 4 thèmes. La gestion du foncier,
Donc comment on remembre les terres agricoles, le financement de l'agriculture et la gestion des risques, la compétitivité des entreprises agricoles et la structuration des filiales du producteur au consommateur. Faites l'expérience, allez dans n'importe quel supermarché, regardez d'où viennent les fruits et légumes. Il est particulièrement rare qu'ils viennent de Roumanie. Et c'est quand même incroyable que dans un pays qui a des terres de cette richesse, qui a une tradition agricole ancienne, on soit obligé d'importer une bonne partie de ce que l'on produit, ou incroyable qu'une bonne partie de la matière première agricole, des collectes, soit exportée pour être transformée à l'étranger. Voilà pour l'agriculture. Le dernier thème, c'est le tourisme. Là aussi, en vous disant que le tourisme est l'un des diamants inexploités de la Roumanie, je vais dire une certaine banalité. Néanmoins, j'ai l'impression parfois que seul le prince Charles s'en est rendu compte. Donc je le dis, on a dans ce pays, là aussi, des ressources extraordinaires en matière de tourisme. Les 4 propositions que nous faisons, elles s'organisent autour de la qualité des équipements touristiques, autour de la qualité du service et autour de l'accessibilité et de la promotion du tourisme en Roumanie. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour lancer cet échange, lancer cette conférence de presse. Je vais maintenant passer la parole à Richard Perrin qui va vous présenter les différents experts qui ont animé les groupes de travail sur lesquels nous avons travaillé pendant quelques mois pour sortir les propositions que vous avez dans ce livre blanc sur la compétitivité du pays. Et puis ensuite, nous pourrons engager la discussion et répondre à vos questions. Merci. Bonjour. Avant de vous présenter les experts, je vais juste vous dire 3 mots sur les conseillers du commerce extérieur. Donc le livre blanc a été fait en collaboration avec la Chambre de commerce, l'ambassade et les conseillers du commerce extérieur. Alors qu'est-ce que les conseillers du commerce extérieur? En fait, nous sommes environ 4000 dans le monde, chefs d'entreprise de sociétés françaises ou étrangères, pour la plupart français, mais pas que français. Monica est un exemple. Nous sommes en fait nommés par le ministre en France pour nos compétences à l'international. Et nous sommes là en fait pour conseiller les institutions, pour aider également les PME et leur transmettre notre savoir-faire et les aider à l'international. Voilà, donc dans les experts que je vais présenter, certains sont membres de la Chambre, certains sont partie du board de la Chambre, d'autres sont également des CCE. Et sur les 8 experts, vous avez un bon mixte en fait entre conseiller du commerce extérieur et membre de la Chambre. Je suis moi-même divisé en deux, étant dans la Chambre et étant également conseiller, ce qui fait que je fais plus que 50 kilos du coup dans chaque partie. Donc pour commencer, je vais présenter les gens par ordre alphabétique, pardon. Donc je vais peut-être laisser les gens se présenter tout seuls plutôt que moi les présenter. Clotilde Armand, je vais demander de se lever. Donc qui sera la personne qui pourra répondre à vos questions sur l'infrastructure. Clotilde, peut-être 2 mots sur toi. Est-ce que je dois aussi mentionner l'entreprise? Oui, mentionne au moins l'entreprise. Donc, je travaille pour EGIS, Société d'ingénierie et de conseil. Et donc nous travaillons sur les infrastructures en Roumanie. Voilà, donc le suivant, monsieur Vincenzo Cala, qui n'est pas français de son état. Ensuite, monsieur Jean Istas. Donc Jean Istas répondra à vos questions sur le tourisme. Et Vincenzo, évidemment, de BNP Paribas, répondra aux questions sur les marchés financiers. Monica Giman. Donc Monica répondra à vos questions sur l'innovation. Camélia Nicoara. Donc Camélia répondra à vos questions sur le droit du travail. Adriana Record, qui est debout près de la porte.
Eric Stab. Bonjour à toutes et à tous. Eric Stab, je suis président directeur général de Énergie Romagna, entreprise de distribution et commercialisation d'énergie. Et enfin, Monsieur Gilles Vieilly. Bonjour, je suis propriétaire d'une ferme rizicole de 2500 hectares. Donc, avant de vous laisser poser vos questions, je veux simplement vous mentionner une chose. Nous pensons véritablement que la Roumanie a un futur. Nous sommes là pour ça. La plupart des entreprises françaises, des investisseurs le pensent véritablement. Et lorsque l'on regarde les dernières transactions significatives qui ont eu en lieu en Roumanie, comme le rachat de Real ou le rachat de Bomax, vous voyez que des entreprises françaises comme Auchan et Leroy Merlin croient énormément dans la Roumanie. Et pour juste repréciser une chose que Eric avait bien mentionné, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, nous sommes là pour faire partager notre expérience. Voilà, donc maintenant je vais attendre vos questions que vous pourrez poser directement aux experts que j'ai présentés. Et je laisse M. Eric dire un mot. Alors, juste un mot pour dire que j'ai oublié le secteur de la banque, que nous avons également étudié et pour lequel nous faisons 4 propositions. Les banquiers, on en a besoin et on est content d'avoir les banquiers pour stimuler une économie moderne et pour encourager le développement de l'économie. Donc pardon d'avoir fait cet oubli, mais bien entendu, dans le livre blanc, le secteur bancaire est lui aussi considéré et fait l'objet lui aussi de propositions concrètes que l'on pourrait mettre en place rapidement. Alors, qui a des questions ? Bună ziua, cred că cel mai bine ar fi ca fiecare dintre cei care au expertiză pe domenii să meargă la pupitru și să își exprime punctele de vedere, descriind ce ar trebui să facă România, ce ar trebui să facă autoritățile pentru fiecare sector în parte. Cred că e cel mai bine așa. Moi, j'ai bien compris. Donc, on fait comme ça, on pose des questions. Ce que je vous suggère, c'est que, comme je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent, c'est que peut-être on répond aux questions, et si un secteur n'a pas eu l'opportunité de détailler ses mesures, à ce moment-là, on lui donnera la parole peut-être en fin de conférence, si ça vous convient. Mesdames, j'ai 2 mains féminines. Bonjour, je suis Magda Gheorghiță de Revista Carriere. Dans la carte blanche, il y a 2 chapitres, la formation et le marché du travail. Vous commencez par la formation, c'est ça le plus important, c'est pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est la principale préoccupation. Alors, Camélia va vous... Non, pardon, c'est Adriana qui va nous parler de la formation. Formarea... Haideți în față sau la pupitru, unde e mai simplu, fără microfon la pupitru, dacă se poate, e cel mai bine. Mulțumim. Formarea profesională este într-adevăr prioritatea măsurilor pe care e o măsură prioritară, este prioritatea companiilor, pentru că este un factor de competitivitate extraordinar de important. Ceea ce caută companiile în România, evident, sunt oamenii bine calificați și acest lucru în toate sectoarele și pe toate meseriile. Deci, noi am dezvoltat formarea profesională pentru că returul pe care l-am avut din partea companiilor noastre a fost că, pentru a crește pe scala de valoare, în lanțul de valoare și a deveni mai competitivi, au nevoie de oameni din ce în ce mai bine formați pe meserii tehnice.
Și companiile franceze, dar nu numai, și cele române și cele germane, au început să se organizeze deja în școli private în care învață tinerii meserii de care au nevoie imediat în companiile respective, dar această soluție nu este o soluție pe termen lung. De aceea noi am propus acele măsuri în care formarea profesională redevine un sistem public, în care companiile, sistemul privat și cel public sunt într-un parteneriat, astfel încât forța de muncă să fie adaptată la nevoile pieței și companiile să fie responsabilizate în procesul educațional și să fie parteneri în procesul educațional. Deci măsurile pe care noi le-am propus vin, în primul rând, așa cum spunea Eric Heidi mai devreme, din niște facilități de finanțare a formării profesionale, dar și din dezvoltarea de filiere profesionale pe formare profesională, cum ar fi formarea de scurtă durată. În România se insistă foarte mult pe formarea universitară, pe educația universitară, sistemul tehnic fiind un sistem oarecum marginalizat sau aproape distrus în ultimii ani. Tinerii ar trebui să aibă șansa de a, după ce termină un liceu, de a opta pentru filiere scurte în care ar putea învăța o meserie rapid și ar deveni operațional rapid. Și aceasta este o propunere pe care o facem. De asemenea, ar trebui făcut un efort de informare al tinerilor asupra valorii adăugate a acestui tip de formare, pentru ca ei să fie primii convinși, să fie primii clienți ai acestui sistem. Ar trebui făcute parteneriate între companii și sistemele și unitățile de învățământ pentru adaptarea curiculei și a propunerii pedagogice pentru tineri. Și ar trebui stimulate stagiile tinerilor în companii, pentru că astfel una dintre slăbiciunile sistemului este că tinerii nu sunt suficient de adaptați la viața profesională atunci când ies de pe băncile școlii. Dacă mai aveți și alte întrebări? Bună ziua! Mai concret, pentru formarea profesională, da, avem o masă salarială, angajatorii pot să zică vreau ca 5% din acești bani să se ducă către o școală, fie ea publică sau privată, sau direct la bugetul de stat, dacă am înțeles corect, da. Iar acești bani să fie folosiți în educație pentru ca dumneavoastră să aveți de unde să recrutați, dumneavoastră angajatorul. Da, e corect? Funcționează în Franța acest sistem. Da, este un dispozitiv care funcționează deja în Franța, într-adevăr. Și da, acesta este în esența mecanismului. Ideea nu este să aplicăm un sistem care funcționează în Franța. Ideea este să găsim o formulă care să funcționeze în România. Sistemul francez are un titlu de exemplu. Sisteme similare există și în alte țări. Ideea este că a permite o finanțare directă din partea companiilor printr-un credit de impozit, cum sunt cei 2% pentru asociații, sau în fine, există mecanisme similare în alte sectoare, ar permite ca compania să poată investi financiar în domeniile în care este direct interesată. Și în acest moment nu se poate face acest lucru? Ba da, dar este o cheltuială ca oricare alta. Nu beneficiază de facilități fiscale, da. Am înțeles. Și la activitățile de cercetare și inovare, am înțeles că se dorește o scutire de impozit ca la programatori. Ca fiecare companie, indiferent de domeniul de activitate, dacă are un departament de cercetare în care are angajați cercetători, ar trebui să beneficieze de facilități fiscale la salariile acestora? Monica? Este într-adevăr propunerea care a fost făcută, dar trebuie văzut dacă ea se poate aplica și care sunt criteriile care vor fi puse în practică pentru a putea transforma această măsură într-una reală. Monica Juman.
Există mulți cercetători în companiile non-IT care ar putea beneficia? Există o statistică? Acum poate ar fi mai bine ca să încep un pic să prezint partea de inovare, ce se întâmplă în România în momentul de față, pentru că noi am plecat de la o situație reală, ce se întâmplă în România și de aici am făcut anumite propuneri. Activitatea de inovare și de cercetare dezvoltare în România nu este dezvoltată așa cum trebuie, pentru că nu există pârghile fiscale sau financiare care să ajute la acest lucru. În momentul de față, doar 0,49% din bugetul de stat este alocat către partea de inovare și tendința este să ajungem la 2% în 2020, dacă nu mă înșel, deși la nivel european suntem la un target de 3% în momentul de față. Aș vrea totuși să plecăm de la ideea ce reprezintă inovarea, că inovarea până la urmă este o stare de spirit pe care ar trebui să o avem, să o simțim, pentru că cine vrea să fie implicat în activitatea de inovare încearcă să facă acest lucru. Ceea ce noi vrem să punem în valoare este că se poate mai mult față de ceea ce este astăzi. De ce? Pentru că există în România capacitatea intelectuală pentru a atinge un alt nivel, pentru a ne poziționa diferit la nivel mondial. Astăzi, din păcate, suntem mult prea mult urmăritori la ceea ce se întâmplă în afară și intenția noastră este de a poziționa România diferit, de a poziționa România într-un pluton fruntaș până la urmă. În ceea ce privește inovarea nu înseamnă doar creare de noi produse, înseamnă inovare la nivel de procese, înseamnă inovare la nivel de marketing, înseamnă inovare la nivel de gestiune și organizațional și apoi inovare la nivel de produse care există deja pe piață și care vin cu anumite îmbunătățiri. Ca să nu facem un pic greșeala că facem doar inovare și creăm doar noi produse sau servicii. În același timp, ca să avem o activitate de cercetare și dezvoltare într-adevăr sustenabilă, ar trebui să existe o colaborare extrem de bună între universități și între mediul privat, lucru care, din păcate, astăzi nu funcționează la capacitatea maximă și la ceea ce s-ar putea ajunge în termen de beneficii în viitor. Sper că am răspuns la întrebarea. Dacă mai sunt alte întrebări pe partea de inovare. Bună ziua, Ioana Morva, mă numesc de la Euroactiv.ro. Pentru partea de inovare, dar și pentru alte domenii, agricultură, cred că și turism. Ce comentarii aveți, ce recomandări legate de atragerea fondurilor europene în România pe aceste domenii, dacă au susținut suficient sau cum vedeți în perioada următoare ce ar trebui făcut? Mulțumesc. Eu să las pe colegii care s-au ocupat de părțile respective pe agricultură și în principal pe partea de fonduri europene. Bonjour à tous. Sur l'agriculture, la question portait spécifiquement sur les fonds européens et je ne pense pas assez curieusement que les fonds européens soient déterminants d'une amélioration structurellement définitive de l'agriculture roumaine. Ce peut être une aide, bien évidemment, mais ce ne peut être en aucun cas une possibilité de développement réel de l'agriculture. Je vous rappelle que Eric a fait dans son introductif un liminaire pour expliquer que la Roumanie devait passer d'un système low cost à un système compétitif. Il est absolument évident que la subvention n'est pas un phénomène compétitif en soi. Ce peut être un accélérateur de compétition, mais en aucun cas une réalité d'une telle compétition. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin sur la thématique de l'agriculture ou est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que tu peux dire deux mots. Je peux dire deux mots? Bon, ok. Alors, toujours dans le même registre que l'introductif d'Éric, je pense que l'agriculture peut être une chance absolument incroyable pour la Roumanie. Pourquoi peut-elle être une chance incroyable? D'abord parce qu'elle a des terres arables en quantité importante, de bonne qualité. Elle a une chance extraordinaire, et je vais énoncer un paradoxe, c'est que finalement, le fait qu'elle soit légèrement en retard n'est pas en soi un handicap. Je vais essayer d'illustrer mon propos. Si vous avez investi il y a 3 ans dans des systèmes
quels qu'ils soient, productifs, et que d'un seul coup ces systèmes sont dépassés, vous vous retrouvez avec un handicap par rapport à celui qui démarre. En clair, vous avez une obligation d'amortir et de supporter les charges de l'investissement premier que vous avez fait, alors même que celui qui démarre avec la dernière technologie peut éventuellement vous surpasser en termes de prix de revient puisqu'il n'a pas cette charge. La Roumanie était exactement dans cette situation. Mais avant d'en arriver là, il y a plein d'étapes à passer. La première des étapes, c'est déjà d'arriver à constituer des exploitations cohérentes. Pour constituer des exploitations cohérentes, il faut des sols. Pour avoir des sols, il faut un cadastre. Pour avoir des sols, il faut un remembrement. Pour avoir des sols, il faut avoir des capacités de garantie hypothécaire pour pouvoir obtenir des crédits. Donc la première révolution ou évolution qui est à faire dans ce pays, c'est d'arriver à créer une propriété foncière réelle. Et ça va plus loin, la propriété foncière n'est pas obligatoire pour exploiter. On peut aussi avoir des fermages, c'est-à-dire des baux, des contrats de location, mais encore faut-il que ces contrats de location soient pérennes. C'est pas moi. Il faut donc que ces contrats de location soient pérennes. L'activité économique de l'agriculture, c'est grosso modo d'amortir des investissements sur une dizaine d'années. Si vous avez une incertitude au niveau des contrats de location que vous avez des terres que vous avez pris à bail, il est bien évident que vous avez un handicap pour pouvoir investir correctement. De la même façon, les banquiers, dont Vincenzo est le digne représentant, sont dans l'incapacité de prendre des nantissements sur vos fermages. Or, ça a une valeur. Je considère que si on pouvait réformer le droit du fermage et le droit de la propriété, on créerait une valeur d'à peu près 30 à 60 milliards d'euros en Roumanie, parce que la valeur des terres, ipso facto, augmenterait. Donc, c'est le premier élément. Puisqu'on ne peut pas garantir, et comme je suis certain que le cadastre ne sera pas fait demain matin, les fermages, on pourrait y arriver immédiatement. C'est simplement une volonté politique qui est à mettre en œuvre par les autorités agricoles roumaines. On pourrait tout à fait éliminer aussi une deuxième difficulté qui est celle du financement en créant une société de caution mutuelle au profit de l'agriculture. Je pense très sincèrement que ça marcherait. Je pense que les agriculteurs ne représentent pas un risque financier supérieur à celui des industriels, puisque je suis industriel par ailleurs ou ancien industriel, mais enfin j'ai encore beaucoup d'investissements dans l'industrie. Et je considère que l'agriculture est un bon débiteur en tant que tel. Et donc créer une société de caution mutuelle permettrait à l'agriculture de se développer. Ensuite, il faudrait impérativement que les agriculteurs sortent de leur solitude. Je me suis présenté à la Chambre de commerce en faisant valoir que je voulais verdir la Chambre de commerce et d'industrie et faire ressortir le côté agricole qui est dans son titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis aperçu que ici, en Roumanie, les agriculteurs sont seuls. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mouvement coopératif constitué. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement coopératif constitué? J'en ai fait une analyse, mais elle n'est peut-être pas certaine, tout simplement parce qu'il y a un rejet de toute forme de collectivisme, certainement lié à l'histoire récente de la Roumanie. Il faut impérativement que les agriculteurs se trouvent dans des lieux d'entraide pour pouvoir partager leurs difficultés, pour pouvoir améliorer leurs techniques. Et donc, on va essayer au sein de la CCIFR de lancer cette possibilité que la CCIFR devienne un lieu de rencontre entre agriculteurs. Ensuite, il faut impérativement, au-delà du foncier et des fermages, il faut impérativement qu'on arrive à donner à l'agriculture un cadre légal qui soit quand même plus, j'allais dire, plus économique et qui permette d'exercer ce métier avec plus de facilité, sans rien demander d'autre que, par exemple, des dates de bilan qui correspondent à nos exploitations et non pas à une rigueur de dates qui sont du 1er janvier au 31 décembre, ce qui ne correspond strictement à rien dans l'agriculture. Ça paraît epsilonesque comme proposition, mais c'est une proposition absolument énorme pour nous. Les banquiers ne savent pas ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas comprendre nos exploitations. Ensuite, il faudrait aussi que la Roumanie, et là aussi c'est simplement des dispositions à prendre par les autorités politiques, qu'on puisse avoir les mêmes règles de suivi de nos stocks, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient d'intrants, de fertilisants, de semences, qu'on ait les mêmes règles que les règles européennes. Ici, on travaille dans un système qui est très, très tatillon et qui est, une fois de plus, économique. Ensuite, il faudrait là aussi, si le législateur voulait se pencher sur le problème, que l'on crée de véritables assurances dédiées à l'agriculture.
Ici, on vous propose des packages qui ne correspondent pas aux besoins des agriculteurs. Pour vous donner un exemple, nous sommes allés chercher, nous avons commencé à travailler avec des entreprises que je ne citerai pas, et on a fini par aller chercher des assureurs italiens pour essayer, parce que nous avons une problématique qui ressemble très certainement à celle des Italiens, parce que je suis dans le riz, pour trouver des assureurs qui nous donnent un package qui correspond non pas à l'ère du temps, mais qui correspond réellement à nos besoins. Et il faudrait réellement qu'il y ait une obligation de la part des assurances de répondre notamment aux problèmes des catastrophes naturelles, que l'on connaît parfaitement en France, puisque tu as cité tout à l'heure la France. La notion de catastrophe naturelle existe aux États-Unis, existe en Angleterre, existe en France. Elle n'existe pas ici au sens vrai du terme. Ensuite, nous dépendons des bourses extérieures. C'est quand même extraordinaire qu'un grand pays agricole n'ait pas de bourse locale. Il est extraordinaire qu'on dépende de bourses qui se trouvent à Chicago, à Nantes, à Vercelli, à Milan, alors que nous sommes un grand pays agricole. Créer une bourse de valeur de matières premières agricoles est la moindre des choses si on veut développer l'activité dans ce pays. Là aussi, c'est simplement une volonté et d'avoir une inscription de cotation dans une bourse qui n'est déjà pas existante, donc ça ne coûterait pas grand-chose. Ensuite, la croyance populaire croit, en dernier lieu, plus exactement, je ne suis pas trop long, en dernier lieu, la croyance populaire croit que le bon sens est paysan. En clair, que la paysannerie vit dans l'immobilisme le plus total et que ce que nos arrière-grands-parents faisaient, nous devons le faire aujourd'hui. C'est faux et archi-faux. L'agriculture doit, comme le reste de l'activité économique, faire appel à l'innovation. L'innovation doit être de mise dans l'agriculture. On a des progrès extraordinaires qui viennent d'apparaître. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé à réduire, enfin nous sommes arrivés à réduire de 40% de consommation de fuel simplement par la gestion GPS de nos tracteurs. Ça paraît epsilonesque. Sur une ferme comme la mienne, ça représente 80 000 € par an, donc c'est quand même pas 3 centimes. Toute une panoplie d'aides aux décisions sont en train d'être créées. Notamment, votre mari travaille dans un domaine que je connais bien, qui est la vision satellitaire. Grâce à la vision satellitaire, on peut faire des analyses pour économiser sur les intrants. C'est écologique, arrêter de pourrir la planète en mettant trop de produits. On peut mettre moins d'herbicides, là aussi c'est encore un avantage. Il faut impérativement que l'innovation se saisisse de la Roumanie. Il faut aussi, et là c'est une décision politique, que les nouvelles techniques agricoles apparaissent. Il faut impérativement qu'on puisse se dispenser des subventions européennes dans les 6 ans qui viennent. Je pense que les États deviendront indigents, qu'ils sont dans l'incapacité de verser les subventions. Il faut donc que la Roumanie s'y prépare. Pour ce faire, il faut changer les règles culturelles. Et pour y arriver, il faut simplement que l'État décide de favoriser ce qu'on appelle le couvert direct, qui conduit, le couvert d'hiver ou d'été, qui conduit au semi-direct. C'est une possibilité de doubler les résultats de l'ensemble des exploitations roumaines sans coup férir. Dernier point, et je m'en arrêterai là, je pense que l'agriculture roumaine ne s'en sortira, et je rejoins le propos d'Éric tout à l'heure, ne s'en sortira que par le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, non, à terme, il faut qu'il y ait de l'agriculture et qu'elle soit rentable. Et la deuxième raison, c'est que les fermes pourraient devenir, la ferme en tant que telle pourrait devenir une unité d'aménagement du territoire. Nous vivons, je suis dans les campagnes se désertifient parce qu'il n'y a pas de boulot. Nous pouvons créer de l'emploi à la campagne et au passage, une fois de plus, réduire notre empreinte carbone. Eric disait, on importe des produits de Tataouine alors qu'on pourrait les importer de la Roumanie, diminuant par 10 les coûts de transport et diminuant par 10 l'empreinte carbone qu'on pourrait avoir sur les produits alimentaires. Donc, l'innovation doit être de mise dans l'agriculture et réellement, sans dépenses, sans coûts particuliers, les politiques peuvent apporter énormément aux agriculteurs roumains. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'agriculture? S'il y en a, c'est que je me suis mal exprimé. Hein. S'il n'y en a pas, on va peut-être passer dans le secteur, peut-être le marché du travail, qui je sais est un sujet de préoccupation. On a dédié dans le livre un chapitre au marché du travail. Parce que le marché du travail, c'est un pion très important pour la competitivité de România. Pot să vorbesc? Bun. Atunci, repet, spuneam că în această carte albă am dedicat un capitol
pieței muncii. De ce? Pentru că considerăm că piața muncii este un pilon important pentru competitivitatea României. Și flexibilitatea muncii, dialogul social sunt aspecte foarte importante. De aceea o parte din măsurile care sunt listate aici sunt legate de dialog social și de flexibilitate. Și aș vrea să spun că sunt măsuri concrete și simple, măsuri care au rezultat în urma experienței membrilor noștri. În activitatea lor de zi cu zi s-au confruntat cu anumite situații sau cu anumite probleme și noi, urmarea acestor lucruri, am venit cu niște măsuri concrete. Spunem că este nevoie de flexibilitate în România, de creșterea flexibilității muncii. Pentru că astăzi, în funcție de realitățile unei activități, nu există posibilitatea să adaptezi, spre exemplu, timpul de muncă. Chiar dacă există un acord între angajator și partenerii săi de dialog. Nu există pentru că nu există cadrul de reglementare care să permită acest lucru. De aceea, prin măsurile pe care noi le-am propus, propunem ca, bineînțeles, respectând regulile privind timpul de muncă, să dăm posibilitatea partenerilor să organizeze timpul de muncă în funcție de realitățile fiecărei activități. Lucru care se întâmplă în alte țări europene și ar trebui să se întâmple și la noi, pentru ca și România să fie măcar la fel de competitivă ca alte țări din Europa, din punct de vedere al pieței muncii. Există și alte măsuri care sunt identificate aici, dacă vreți putem să le discutăm mai în detaliu. Aș da un exemplu. Din experiența noastră de zi cu zi am văzut că putem avea colegi care sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic, din punct de vedere competențe, dar care însă nu pot ocupa un anumit post, pentru că felul în care este astăzi gândit corul, clasificarea ocupațiilor din România, este bazat numai pe studii. De ce să nu ne bazăm pe niște realități din piață și dacă avem oameni care sunt competenți și care au experiență, să poată să aibă o anumită poziție în firmă, un anumit post. Aș completa că toate aceste prevederi sunt practic, vin din viața de zi cu zi și sunt în scopul de a crește competitivitatea. Dacă aveți întrebări? Timpului de muncă. Care sunt nevoile? Nu știu. Știu că, de exemplu, în domeniul componentelor auto, sunt vârfuri de producție. Înseamnă ca angajații să poată să stea mai mult peste program, să muncească bine și să fie plătiți conform cu munca suplimentară și în alte zile să lucreze mai puțin când nu e producție atât de mare sau... Înseamnă să-ți adaptezi programul de muncă la specificul activității. Și exact cum spuneți dumneavoastră, dacă sunt situații în care, în funcție de specificul activității, într-o anumită săptămână sau într-o anumită perioadă de timp din an, este nevoie să lucrezi mai mult și dacă partenerii sociali sunt de acord, să dai această posibilitate, să se lucreze mai mult, bineînțeles respectându-se regulile privind timpul de muncă, dar să lucreze mai mult în perioadele în care este nevoie, urmând ca salariații să beneficieze de timp liber corespunzător în perioadele în care nu este nevoie. Și, practic, este un win-win, pentru că societatea are parte de resursele de care are nevoie când are nevoie, iar salariații, atunci când vor, pot avea perioade în care să-și ia timp liber mai mult, în perioadele în care nu există activitate. Adică, practic, să se transfere o parte din costurile pe care le aveți astăzi, nu? Cu munca, cu orele suplimentare, dacă angajații își dau acordul să lucreze suplimentar și să le duceți cumva în timp liber. Noi aici nu vorbim de muncă suplimentară. Noi aici vorbim, practic, tocmai asta este provocarea, de a schimba un pic felul în care gândim munca în România. Pentru că în alte țări din Europa se întâmplă asta. Deci atunci când partenerii sunt de acord, când angajatorul și salariatul este de acord să-și gândească diferit munca, să fie posibilitatea să faci acest lucru. Asta nu înseamnă că ne propunem să suprimăm prevederi privind munca suplimentară, Doamne ferește, în niciun caz. Dar să existe această flexibilitate, pentru că astăzi sunt situații în care se vrea, dar nu se poate. Deci nu vorbim despre obligație, ceva se aplice pur și nu. Să existe această posibilitate. Ajută și dialogul social.
Asta ajută un dialog constructiv. Împreună partenerii pot să se gândească cum să facă și să-și organizeze activitatea. Și legat de ce spuneați de cor, eu știu că în Codul Muncii din 2011 s-a eliminat acea prevedere potrivit căreia trebuie să acorzi un salariu mai mare companiilor care angajează cu studii superioare, adică să fie dublu salariului minim cel puțin. La astfel de situații vă referiți sau la... Nu la situația asta mă referam și mulțumesc că ați făcut această precizare. Mă refer la situația în care ai un salariat care este extraordinar de bun și dar de nu competent are facultate. și vrei să-l stimulezi și vrei să-i dai un post corespunzător competențelor lui. Și nu poți să-i dai acest post pentru că ești blocat de cor, deși în viața de zi cu zi, în activitate, îți dai seama că poate duce acest post foarte bine. Și atunci ești blocat și nu poți pune omul potrivit la locul potrivit pentru că nu are studiul, diploma potrivită. Sau o diplomă de calificare într-un domeniu. Exact. Nu înseamnă că trebuie să eliminăm referirea la diplome, dar să găsim o modalitate în care totuși, dacă ai o persoană bună care are competențe și experiențe, să nu trebuiască să rămână blocată într-un post care nu corespunde cu experienței lui. Asta ne-am dorit. Și am mulțumesc. O să vă rugăm să vă și prezentați la început. Da, sigur. Clotilde Armand, de la firma Aegis. Și voi vorbi un pic despre ce am discutat, ce am propus pentru partea de infrastructură. Se vorbește mult de infrastructură în ziare, la televiziune, așa că o să focalizez pe două aspecte. În primul rând ne-am gândit la niște aspecte mici, niște măsuri mici, care ar permite o îmbunătățire. Vă dau câteva exemple. În Bulgaria, mereu, se alege firma de supervizare înaintea să fie aleasă firma care face construcție. Este un lucru mic, dar care schimbă totuși. O măsură mică care ar putea să ajute la calitatea lucrărilor apoi care sunt desfășurate. Un alt aspect, în comisiile de evaluare. Comisiile de evaluare acum, persoanele care sunt în aceste comisii, pe partea beneficiarului, sunt niște persoane care au nenorocul să fie numite acolo, dar care nu sunt profesioniste, care nu sunt, să nu spun așa, care nu sunt specialiști. Sunt profesioniști, dar nu sunt specialiști. Nu sunt cei mai recunoscuți specialiști, bine plătiți, pentru a face o alegere care va, până la urmă, va rezulta într-o investiție de 1 miliard de euro. Noi recomandăm că în aceste comisii să fie aleși niște specialiști bine plătiți, care pun reputația lor în joc. Niște exemple de măsuri mai mici. Acum am vorbit și de măsuri mai mari, mai strategice. Știți că în România se aplică, în general, politica prețului cel mai mic. Când este vorba de o investiție de 1 miliard de euro și este vorba de niște studii preliminar, studii geotehnice, studiu de fezabilitate, vă dați seama că o investiție un pic mai mare, ok, 1 milion de euro, spunem mai mult, ar genera economii, pentru că se alege firma care chiar poate să facă, ar genera niște economii care ar putea să fie 10, 20, 50% din acest miliard de euro. Studiile preliminare sunt foarte importante la nivel strategic. Ce vom face? Cum vom face această autostradă? Cum vom face un tunel? Va trece prin Valea? Va distruge Valea? Vom avea niște studii care vor evita alunecările de teren. Aceste studii costă puțin în comparație cu investiția propriu-zisă, dar au un impact imens. Mai puțin de 1% din investiția înseamnă niște economii mai târziu care poate să fie și 50% din investiția proprie. E absurd la început să alegi pe criteriul costului cel mai mic și atunci ceea ce înseamnă firma de calitatea cea mai proastă. Este o greșeală strategică. Și atunci, bine, nu este nicio surpriză, dar noi propunem ca
felul în care aceste achiziții publice sunt desfășurate și legea care este în spate să fie modificată. De exemplu, cu preselecție se aleg firmele cele mai bune și printre aceste firme cele mai bune se alege cea cu costul cel mai mic, exact cum se face în sectorul privat. Sunt multe care ar putea fi spuse și vă invit să discutăm pe aceste aspecte care, într-adevăr, sunt strategice pentru România. Da? Da, da. Preselecția, evident, ar fi în funcție de capacitatea firmelor să desfășoare aceste lucrări. Aveți prieteni și pe la Vansi, pe la firma constructoare din Franța? Că sunteți noi curioși ce se mai întâmplă cu Magnit Brașov. Autoritățile nu prea ne dau multe Nici detalii. eu nu pot să vă spun mai mult. Nu este subiectul neapărat, dar într-adevăr vorbim de aceste investiții majore. Cum să fie de succes? Păi asta n-a fost de succes și a doua oară. Așa este. Așa este. Noi ce încercăm este acum să propunem niște măsuri ca un viitor, pentru investițiile majore viitoare știți că sunt proiecte de miliarde de euro sunt pe masă, ca un viitor și am abordat aspectul studiilor preliminare. Aceste studii să fie bine făcute, nu cele mai ieftine. Bonjour, Jean Istas de la société Sodexo. Alors, quelques mots sur le tourisme. Alors, nous partons du constat que la Roumanie est un pays extrêmement riche en termes de potentiel touristique. Et je vais vous donner un petit exemple personnel. J'ai découvert en venant en Roumanie toutes les richesses de ce pays que je connaissais très très vaguement avant d'arriver ici. Et donc nous considérons qu'il y a un gros effort de communication à entreprendre pour mieux faire connaître toutes ces richesses qui existent. Cependant, ces efforts, à notre avis, pourront être vains si en même temps il n'y a pas des politiques d'investissement pour améliorer les infrastructures touristiques et aussi s'assurer de la qualité des services rendus. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Lorsque vous vous rendez dans un établissement 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, est-on certain du niveau de ces différentes étoiles? Donc, tout ça demande une stratégie globale qui tiendra compte des investissements dans l'infrastructure, de la formation pour assurer une qualité de service. Et aussi, nous pensons également qu'une coopération avec des pays qui sont passés par là, qui ont mis en place toutes ces politiques, peut aider à accélérer le mouvement. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le tourisme. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions un peu plus précises. Oui, je vais effectivement vous dire quelques mots sur le secteur énergétique. Éric Fédil laissait entendre dans son introduction l'énergie est le moteur de toute économie, de toute société évoluée. Nous avons tous besoin d'une énergie fiable, à prix compétitif et néanmoins acceptable, et également aussi peu polluante que possible. Alors évidemment, pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'investissement. Le secteur énergétique est clairement l'un de ces secteurs, avec les infrastructures dont nous parlions tout à l'heure, qui requièrent des investissements considérables. Il y a aujourd'hui un consensus large en Roumanie
sur le fait que pour continuer à moderniser le secteur énergétique, nous avons besoin d'environ 3 à 4 milliards d'euros d'investissement par an. C'est bien entendu significatif, et c'est d'autant plus important que ce sont des investissements dont nous avons besoin dans la durée, de manière récurrente, pendant longtemps, sachant que nous parlons aussi de cycles longs. Alors qu'est-ce que ça signifie? Comment pouvons-nous faire en sorte que ces investissements soient effectivement réalisés? D'abord, nous avons besoin, c'est des mots qui ont été cités tout à l'heure, de prévisibilité, de stabilité et de transparence. Alors c'est des termes que vous entendez tout le temps. Ça peut paraître banal, mais tout le monde en parle tout le temps parce que c'est vraiment important. Et ce d'autant plus dans des industries à cycle long comme le secteur énergétique. Alors, pour être un peu plus concret, je vais aborder brièvement 4 domaines. Le gaz, l'électricité, le chauffage urbain et l'efficacité énergétique dont parlait déjà Eric tout à l'heure. Dans le gaz, la Roumanie est en train de se transformer d'un système extrêmement réglementé pour aller vers des mécanismes de marché plus conformes à ce qui existe ailleurs en Europe. Alors c'est une phase de transition qui est toujours difficile à gérer. Et ce qui est aujourd'hui nécessaire pour éviter notamment que nous ayons, je dirais, des impacts trop importants sur les prix finaux consommateurs, c'est que ce processus soit bien pensé, soit mis en place progressivement et que les outils nécessaires soient développés. Ça suppose par exemple de développer un marché de gros. Gilles parlait tout à l'heure de l'absence de bourse de matières premières pour les produits agricoles. Aujourd'hui, le marché de gros de l'électricité, du gaz, pardon, la bourse du gaz, ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume qui viennent sur ce marché pour pouvoir, in fine, définir un prix qui fera référence pour tous les consommateurs. Il y a beaucoup d'outils par ailleurs qui doivent être développés, tels qu'un mode de fonctionnement un peu plus moderne des réseaux, tels qu'un système d'équilibrage. Ce sont des points relativement techniques, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais tout cela manque aujourd'hui pour permettre à la Roumanie de devenir le grand pays gazier qu'elle mérite d'être. C'est souvent dit, la Roumanie est un pays très riche qui s'ignore. C'est un pays qui est riche en ressources gazières notamment, mais pas seulement. Nous parlons souvent du développement des ressources gazières en mer Noire. Ça va prendre du temps, bien entendu, mais ça va aussi supposer des investissements importants, y compris dans les infrastructures, dans les interconnexions avec les pays voisins. Et là encore, il est indispensable d'avoir des signaux forts envoyés par les autorités pour que ces investissements se matérialisent. Quelques mots sur l'électricité. L'électricité, c'est pareil, c'est un domaine qui requiert des investissements considérables. Pourquoi? Parce que c'est un domaine dans lequel les investissements étaient relativement modiques pendant les 25 dernières années, en fait, depuis la chute de Ceausescu. Et évidemment, quand on n'investit pas pendant une période longue, il arrive un moment où le besoin de rattrapage devient évident. C'est aujourd'hui le cas dans le secteur électrique. Les centrales existantes sont pour la plupart plus que désuètes, ont un rendement extrêmement faible, ce qui veut dire qu'elles utilisent beaucoup de combustible et ont donc des coûts très élevés, ce qui suppose donc là encore des investissements significatifs. Le problème, c'est qu'il faut trouver des gens pour investir. Pour investir, il faut avoir confiance. Et malheureusement, ce qui s'est passé récemment dans un des, je dirais, des domaines où il y a vraiment eu des investissements significatifs, je pense aux énergies renouvelables, n'était clairement pas un bon signal envoyé aux investisseurs. Il y a eu environ 7 milliards d'euros investis dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2010. Les changements réalisés par les autorités dans ce domaine en 2013, qui sont rétroactifs pour ceux qui ont fait confiance à la législation roumaine, ont un impact extrêmement négatif sur les économiques, sur le modèle d'entreprise de ces sociétés qui ont investi. Et aujourd'hui, elles sont extrêmement réticentes à continuer à investir dans un domaine qui pourtant a besoin d'eux.
Clairement, là, le sujet, c'est de restaurer la confiance, d'envoyer des messages forts que dorénavant les investisseurs pourront venir en Roumanie et être sereins quant à l'argent qu'ils investiront ici. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'électricité. Alors passons brièvement au réseau de chauffage urbain. Vous savez qu'en Roumanie, beaucoup de consommateurs, sans doute beaucoup d'entre vous, sont connectés au réseau de chauffage urbain. Là aussi, il y a eu très peu d'investissements réalisés depuis 25 ans. Les pertes de chaleur dans les réseaux sont très importantes. Vous vous en rendez compte l'hiver quand vous vous promenez dans Bucarest, vous voyez la vapeur qui s'élève dans les rues. Clairement, il y a un besoin là aussi d'investissement colossal. Si les investissements ne sont pas réalisés rapidement, il sera sans doute trop tard pour pouvoir sauver ces réseaux de chauffage urbain. Pourquoi? Parce que, sauf à offrir des subventions massives à ces réseaux de chauffage urbain, ils ne pourront plus être exploités. Donc il y a là urgence et il est important que les autorités se mobilisent pour essayer de trouver une solution à ce problème, sachant que nous avons déjà vu beaucoup de réseaux de chauffage urbain disparaître ces 10 dernières années. Le dernier point que je voulais aborder, c'est l'efficacité énergétique. Eric le disait dans son introduction, le potentiel dans ce domaine est énorme. L'énergie la moins chère est et sera toujours celle que vous ne consommez pas. Il est extrêmement important que la Roumanie, qui a une intensité énergétique qui est à peu près le double de la moyenne européenne, prenne conscience que ce potentiel est là et qu'il faut le réaliser. Donc il est important que l'efficacité énergétique devienne une priorité nationale, parce que là encore, notamment dans un contexte de libéralisation, c'est la meilleure façon de maintenir les factures énergétiques des consommateurs sous contrôle. Donc il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises dans ce domaine. Il y a des fonds à disposition. Le problème, c'est effectivement d'arriver, là encore, à coordonner les bonnes volontés, à mobiliser ces bonnes volontés pour faire en sorte que l'état du parc immobilier s'améliore, à commencer par les bâtiments publics, pour faire en sorte que les tuyaux fuyards dans toutes les infrastructures de chaleur, de gaz, d'eau, etc., soient comblés, là encore, pour réduire la consommation d'énergie. Sur ce point-là, je pense qu'il est aussi important que la Roumanie prenne conscience qu'il y a un mouvement, une tendance de fond partout sur la planète. En France, nous parlons beaucoup de transition énergétique. Les Allemands parlent d'Energiewende. Clairement, on s'oriente de plus en plus vers une focalisation sur la réduction des consommations d'énergie. À la fin de cette année, la France va accueillir la conférence sur le climat, qui est un sujet important pour tous. Et là encore, une des meilleures façons de contribuer à la sauvegarde de notre climat, c'est de faire des économies d'énergie. C'est aussi un peu un plaidoyer, là encore, pour une prise de conscience de l'importance de ce sujet. Alors pour conclure, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, comme on dit en français. Alors je me permettrai, même si nous sommes dans les locaux de la CCIFR, de citer un industriel américain. On n'est pas sectaire, on peut citer un industriel américain, bien connu de ces dames, qui s'appelle Vidal Sassoon. Il est très connu pour ses shampoings, ses produits de beauté. Moi, les shampoings, vous aurez constaté que j'en ai moins besoin. Mais Vidal Sassoon disait « Le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c'est le dictionnaire ». La bonne nouvelle pour la Roumanie, c'est que si vous ouvrez un dictionnaire roumain, vous constaterez que lucru arrive avant succes. Ce qui veut dire que la Roumanie a sans doute bien compris quels étaient les enjeux. Donc tout ce que je peux nous souhaiter à tous, c'est bon travail. Merci. Merci Eric. Avez-vous des questions sur l'énergie? Se pare l'énergie. Dan Cărbunaru este numele meu, sunt de la caleaeuropeană.ro. Aș fi vrut să vă întreb, pentru că s-a vorbit foarte mult despre competitivitate și despre sectoare importante care ar trebui să contribuie la dezvoltarea acestei țări. Recent, guvernul a confirmat ținta de 2019 pentru aderarea la zona euro. Cum vedeți din această perspectivă România
după 8 ani în Uniunea Europeană, accesul României pe piața unică, în mod real, cum ne-am conectat la aceste beneficii și care sunt riscurile unei Românii intrate în zona euro fără rezolvarea competitivității. Mulțumesc. Là-dessus, ce que je vais vous répondre, c'est que nous, comment dire, notre approche, c'est de se dire, regardons le vécu dans nos entreprises au quotidien, et à partir de là, faisons des mesures concrètes, pratiques, qui vont pouvoir être mises en place pour améliorer la performance, la compétitivité au quotidien de ces entreprises. C'est là-dessus qu'on prend la parole aujourd'hui. Donc ça veut dire que je ne veux pas élargir la discussion et développer d'autres sujets. On pourra en parler en dehors de cette conférence, mais là je voudrais qu'on reste concentré sur le point qui est nos 500 entreprises qui tournent tous les jours, qui travaillent tous les jours, qui préparent le succès de demain en travaillant dur. Elles ont identifié des mesures concrètes, pratiques, qui vont changer les choses et qui, pour certaines d'entre elles, peuvent les changer, comme l'a très bien expliqué Gilles, peuvent les changer de façon très significative. Elles paraissent modestes, mais elles peuvent faire un gros effet. C'est là-dessus qu'on souhaite se concentrer. Et on s'appuie sur, encore une fois, sur ces 500 entreprises qui, depuis des années, sont installées ici et qui croient en la Roumanie, là aussi, je reprendrai l'expression d'Éric, la Roumanie est un pays qui a des richesses extraordinaires, que souvent elle ignore. Nous, ce qu'on veut, communauté d'affaires française, c'est que le développement à long terme de ce pays soit le plus lumineux possible. Gabriela Văcăriței, Energinomics.ro, o întrebare pe zona de energie. Sunt câteva propuneri prezentate în această carte albă, care sunt, dincolo de orice îndoială, acceptabile, dezirabile de toată lumea. Mă gândesc, de exemplu, la modernizarea rețelelor de transport al energiei termice sau înnoirea, modernizarea centralelor de producție de electricitate. Sunt curios dacă ne puteți da câteva exemple mai concrete de măsuri sau abordări specifice care eventual au funcționat în altă parte și s-ar preta și pentru România pentru a atinge aceste obiective dezirabile. Bon, pour être plus concret, effectivement, sur les mesures qui permettraient, là encore, de promouvoir les investissements dans la modernisation, d'une part, des infrastructures, d'autre part, des installations de production, en particulier de production électrique. Bon, je vais commencer par les infrastructures. Les infrastructures, là encore, ce sont des cycles très longs. Il faut investir jour après jour dans les réseaux de chaleur, de gaz, d'électricité, ce qui suppose, comme ce sont des activités par nature monopolistiques, ça n'a pas de sens d'aller construire 2 tuyaux de gaz en parallèle, hein, ça serait une destruction de valeur énorme. Ça suppose que la réglementation, la régulation soit attrayante, soit stable, hein, ne change pas tout le temps, parce que votre rentabilité se fait sur une longue durée. Donc là, la recommandation concrète, c'est de veiller à ce que les régulateurs qui s'occupent des infrastructures énergétiques, je pense plus spécifiquement à l'ANRE, assurent une certaine visibilité à ces investisseurs pour qu'ils puissent en toute sérénité investir jour après jour, mois après mois, année après année, ce qui est nécessaire pour améliorer la qualité de ces réseaux, pour réduire les pertes. Je parlais des pertes dans les réseaux de chaleur tout à l'heure. Les pertes dans les réseaux électriques sont énormes aussi. C'est un tout petit peu moins le cas dans les réseaux gaziers, mais ça reste aussi un problème, sachant que dans le domaine gazier, il y a aussi une dimension de sécurité qui est évidemment importante. Donc là, clairement, je pense que la balle est dans le camp du régulateur, et je pense qu'il est important que les autorités autour du régulateur comprennent l'importance de ce sujet. Sur les installations de production et les centrales électriques, nous sommes dans une situation un peu particulière aujourd'hui en Roumanie, qui est que si vous regardez le besoin de pointe de la Roumanie, donc la capacité qu'il faut pouvoir mobiliser lorsque la demande est à son niveau maximal, elle se situe aux alentours de 8500 MW. Nous avons à peu près 22 000 MW de capacité installée. Donc a priori, quand vous regardez, tout va bien. Il y a beaucoup plus de capacités installées que ce dont on a besoin. Le problème, c'est que quand vous regardez ces capacités, il y a beaucoup d'installations très vétustes. Vous pouvez appuyer aussi souvent que vous voulez sur le bouton, ça ne démarrera jamais. Donc on se trouve dans une situation où on a confiance, mais en fait, sans doute à tort.
Et la situation est d'autant plus compliquée qu'il y a beaucoup de centrales qui vont devoir fermer. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus aux normes, notamment environnementales. Et donc, il faut attirer des investissements dans ces domaines. Pour attirer ces investissements dans ces domaines, là encore, j'en reviens d'un point de vue plus général à ce que je disais tout à l'heure, à savoir le besoin de visibilité et de stabilité. Mais il y a aussi une autre réponse potentielle qui est, ce qui est en train de se discuter aussi en Europe par ailleurs, de mettre en place des systèmes de rémunération à la capacité. C'est-à-dire qu'on propose à des investisseurs de leur accorder une certaine rémunération pour le simple fait que leur centrale soit prête à démarrer dès que le système en aura besoin. Ça fait l'objet de discussions dans beaucoup de pays européens actuellement. Je pense que c'est aussi en partie une solution aux problèmes complexes que la Roumanie a à résoudre avec ses producteurs publics. Je pense en particulier aux producteurs de charbon. Vous savez que la situation est très compliquée dans ce domaine. Donc ça pourrait être une recommandation pas facile à mettre en œuvre parce que ça suppose de se coordonner avec l'Union européenne, mais qui pourrait répondre aux besoins spécifiques de la Roumanie. Bonjour à tout le monde, Vincenzo Perla, bienvenue à Paris. Donc d'abord, j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont participé au travail, donc aussi les collègues des autres banques étrangères et françaises, surtout même de la Chambre, qui sont ici en Roumanie. Donc je pense qu'après la conversation qu'il y a eu sur les différents secteurs, on note tout de suite qu'il y a un problème, et le problème c'est la partie législative et réglementaire aujourd'hui en Roumanie. On a eu l'exemple dans l'agriculture, Gilles nous a mentionné tout de suite qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est dans le champ de financement à l'agriculture, le nantissement qui permettrait le financement à l'agriculture. Donc, le problème qu'on a, c'est un problème d'adaptation du système réglementaire et législatif en Roumanie. Sur la base de ça, on a fait des propositions. Sur les propositions, ce sont des propositions qui concernent exactement l'adaptation du régime. Nous sommes prêts à discuter de ça et on pense qu'avec ça, on donnera la possibilité au marché financier et au marché bancaire de devenir un marché compétitif et qui peut donner le soutien à l'économie réelle de la Roumanie. Excusez-moi, Lydia Moïse, télévision publique. Ici, en proposition, vous suggérez la levée de droits de retraite des entreprises. S'il vous plaît, détailler. C'est vraiment très technique, ça. Si vous voulez, on peut parler après, passer un peu de temps ensemble. Merci. Si vous préférez. Parce que c'est vraiment, les problèmes, c'est là, on parle d'adaptation du régime législatif. Donc, il faut entrer un peu sur le sujet. Merci. Bien, je crois qu'on arrive au terme de cette discussion, là, si on souhaite tenir nos délais. Je crois, en tout cas j'espère que vous avez bien compris que notre communauté d'affaires française en Roumanie croit profondément dans le potentiel de ce pays et dans son développement. Nos entreprises, certaines sont là depuis presque une vingtaine d'années. Pendant la crise de laquelle, j'espère, nous sommes en train de sortir, elles sont restées en Roumanie. Certaines ont continué à investir massivement. Donc c'est vraiment un pays dont on est convaincu de son potentiel et la CCIFR souhaite contribuer au développement à long terme de la Roumanie. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion. Ce que je voudrais ajouter, mais vous l'avez, je pense, là aussi bien compris, c'est que cette vision à long terme, nous l'avons et nous savons où ce pays peut aller. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est non pas parler de la Roumanie dans 20 ou 25 ans. Ce que nous souhaitons, et je pense que c'est là qu'est l'originalité de notre démarche, ce que nous souhaitons, c'est, en s'appuyant sur le vécu de nos entreprises, c'est faire des propositions qui permettront des progrès au jour le jour. On souhaite une approche pas à pas. Parce que ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on est pragmatique, lorsqu'on fait des progrès tous les jours, et bien finalement cette vision que l'on souhaite n'est plus un rêve, mais devient réalité. Voilà ce qui pour nous est important aujourd'hui, et voilà ce que contient ce livre blanc sur la compétitivité de la Roumanie, des mesures concrètes qui peuvent être mises en place rapidement
et pour la mise en place desquels nous allons poursuivre le dialogue avec les autorités. Merci à tous pour votre temps et à bientôt. Dacă mai sunt întrebări specifice pe anumite sectoare, experții mai sunt la dispoziția dumneavoastră câteva minute pentru a vă răspunde.